Imaginez, vous nourrissez, vous soignez, vous donnez un nom. Vous croyez avoir un lien unique avec cette créature. Mais que se passe-t-il lorsque la nature vous rappelle que, pour elle, vous n'êtes que le prochain repas? Il existe une ligne ténue, invisible et extrêmement dangereuse entre la fascination humaine pour la vie sauvage et l'arrogance de croire que nous pouvons contrôler la faim et la fureur. Et, dans ce documentaire, nous allons prouver que cette ligne est tracée dans le sang. Nous avons rassemblé 15 histoires réelles où le meilleur ami a renversé la situation. Des pitbulls dans une cage à un gorille dans un jardin, jusqu'à l'histoire la plus troublante de toutes, la fin tragique de Timothy Treadwell, l'homme qui a vécu 13 étés parmi les ours bruns d'Alaska. En 2003, il a commis l'erreur fatale de prolonger son séjour. Ce que le pilote de taxi aérien a trouvé était un campement détruit, un silence sépulcral, et la certitude que Timothy n'était pas l'un des leurs. Ce documentaire expose le prix à payer pour tenter de dompter l'indomptable. Le détail le plus terrifiant de cette affaire est que, pendant l'attaque, une caméra vidéo était allumée, mais le capuchon de l'objectif était fermé. Il n'y a aucune image, seulement 6 minutes d'audio angoissant qui capturent les derniers cris de Timothy, demandant à Amy de fuir, tandis qu'elle tentait de repousser l'ours avec une poêle à frire. Cet audio est si perturbant qu'il n'a jamais été rendu public, demeurant un témoignage sombre, que la nature ne rend pas l'amour humain avec la pitié. Mais il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'Alaska sauvage pour trouver ce genre d'horreur. Parfois, il se trouve dans le jardin d'une famille en Pennsylvanie. Kelly Ann Waltz et son mari Michael étaient connus pour leur amour excessif des animaux, maintenant un zoo privé qui comprenait un ours noir d'Amérique, un lion d'Afrique et des tigres. Kelly, expérimentée dans le maniement de ses bêtes, a commis une erreur fatale un dimanche après-midi alors qu'elle nettoyait la cage de l'ours de compagnie de la famille. Pour nettoyer l'enceinte, la règle était simple, déplacer l'animal vers une zone de contention séparée. Pour une raison quelconque, peut-être un excès de confiance ou de la hâte, Kelly est entrée dans l'espace alors que l'ours était encore en liberté, lui jetant un peu de nourriture pour le distraire. L'ours, un animal omnivore et opportuniste, a ignoré la ration et s'est concentré sur la proie la plus vulnérable devant lui. L'attaque a été fulgurante et sauvage, se déroulant à la vue de voisins et d'enfants qui, impuissants, ont regardé la femme être mise en pièces par l'animal qu'elle avait élevé depuis son plus jeune âge. Cette tragédie renforce une sombre statistique. Les animaux sauvages maintenus en captivité domestique sont des bombes à retardement biologique. Lorsque l'instinct prédateur est activé, que ce soit par la faim, la peur ou la défense territoriale, des années de coexistence et de liens affectifs disparaissent en une fraction de seconde. L'ours ne voyait pas Kelly comme une mère, mais comme un intrus dans son territoire ou pire, comme une source de protéines disponible. Ces cas de grands prédateurs comme les ours sont choquants par la force brute impliquée. Mais il existe un danger encore plus insidieux, la croyance que les animaux herbivores ou les primates, parce qu'ils sont génétiquement plus proches de nous ou parce qu'ils ne sont pas des chasseurs innés, sont inoffensifs. L'histoire nous montre que la mort peut venir d'où nous l'attendons le moins, souvent déguisée en un animal souriant et joueur qui dort dans le lit de ses propriétaires. Beaucoup de gens regardent les hippopotames dans les dessins animés et y voient des créatures sympathiques et lentes, mais en Afrique, ils sont responsables de plus de morts humaines que les lions et les crocodiles réunis. Cette leçon a été apprise de la pire manière possible par Marius Sells, un fermier sud-africain qui a adopté un bébé hippopotame nommé Humphrey. Marius disait à tout le monde qu'Humphrey était comme un fils pour lui, ignorant les avertissements des experts et même les signes d'agressivité que l'animal avait déjà manifestés envers d'autres personnes et du bétail. Marius ne faisait pas que nourrir Humphrey. Il lui brossait les dents, nageait avec lui et montait sur son dos pour des photos qui circulaient dans le monde entier, vendant l'image d'une amitié impossible. Il croyait fermement avoir dompté la bête d'1,5 tonnes. Cependant, la nature de l'hippopotame est territoriale et extrêmement agressive. Par un matin fatidique, le corps de Marius a été retrouvé submergé dans la rivière où il avait l'habitude de jouer avec son fils. Humphrey l'avait mordu à plusieurs reprises et l'avait maintenu sous l'eau, prouvant que, pour un animal sauvage, l'humain ne cesse jamais d'être un étranger. Si la force brute d'un hippopotame est effrayante, l'intelligence presque humaine d'un primate rend la violence encore plus perturbante. L'affaire de Travis, le chimpanzé,
reste l'un des épisodes les plus grotesques de l'histoire moderne de l'interaction homme-animal. Travis n'était pas un animal de zoo. C'était une célébrité locale à Stamford, Connecticut, qui buvait du vin dans des verres, portait des vêtements de marque, utilisait des ordinateurs et dormait dans le lit avec sa propriétaire, Sandra Herold. Il avait été complètement anthropomorphisé, traité comme un enfant de substitution après la mort du mari et de la fille biologique de Sandra. Mais les chimpanzés, lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle, deviennent des bombes de testostérone avec la force de 5 hommes adultes. En février 2009, Travis était agité, souffrant peut-être des effets secondaires de médicaments contre la maladie de Lyme qui altéraient son humeur. Lorsque l'ami de Sandra, Charla Nash, est arrivé à la maison pour l'aider à le calmer, tenant l'un des jouets préférés du primate, quelque chose a basculé dans l'esprit de l'animal. Le chimpanzé n'a pas vu une amie de la famille. Il a vu une rivale ou une menace, et l'attaque qui a suivi fut d'une brutalité primitive indescriptible. Travis n'a pas seulement mordu Charla, il a complètement défiguré son visage, arrachant nez, lèvres et paupières, en plus de lui sectionner les mains. L'horreur fut si absolue que Sandra, dans un acte de désespoir total, a dû poignarder le fils qu'elle aimait avec un couteau de cuisine pour tenter d'arrêter le massacre, mais la fureur de Travis était incontrôlable. L'enregistrement de l'appel d'urgence passé par Sandra est un document historique de pure terreur, où elle crie que le chimpanzé est en train de manger son ami. Lorsque la police est arrivée, Travis, toujours couvert de sang, a tenté d'ouvrir la porte de la voiture de patrouille, forçant un officier à l'abattre avec plusieurs coups de feu à bout portant. Charla Nash a survécu grâce à un miracle de la médecine moderne, devenant la première patiente à recevoir une greffe totale de visage et de mains aux États-Unis, mais sa vie n'a jamais plus été la même. Cette affaire a soulevé un débat mondial sur la folie de garder des primates puissants dans des environnements domestiques, prouvant que les vêtements humains et les bonnes manières à table n'effacent pas des millions d'années d'instincts sauvages. Cependant, le danger ne vient pas toujours de quelque chose de grand et bruyant. Parfois, la mort est silencieuse, petite, et se cache dans les coins sombres d'un appartement fermé. Mark Vogel, un homme de 30 ans résidant en Allemagne, menait une vie solitaire entourée d'une collection létale. Plus de 200 insectes et arachnides, y compris la redoutable veuve noire et divers serpents venimeux. Pour Vogel, son appartement était un sanctuaire. Pour les voisins, c'était une bombe à retardement biologique. Le drame a commencé lorsque les habitants de l'immeuble ont remarqué une odeur insupportable, provenant de l'unité de Vogel, des semaines après qu'il ait été vu pour la dernière fois. La police a forcé la porte, s'attendant à trouver un scénario de mort ordinaire, mais ce qu'ils ont vu semblait sorti d'un film d'horreur gothique. Vogel avait été mordu par l'une de ces araignées, possiblement la veuve noire, et le venin neurotoxique l'a paralysé ou tué rapidement, empêchant tout appel à l'aide. Mais l'horreur réelle a commencé après sa mort. Le propriétaire étant mort, les aquariums et les terrariums sont restés sans entretien, et de nombreuses créatures se sont échappées ou vivaient déjà en liberté. Sans nourriture disponible, la chaîne alimentaire s'est inversée à l'intérieur de cet appartement. Les araignées et autres insectes, par instinct de survie, ont couvert le corps de Vogel de toile et ont commencé à s'en nourrir. La scène était si macabre que les experts légistes ont décrit le corps comme une chrysalide humaine, enveloppée dans des couches de soie et servant de nid à des centaines de créatures qu'il appelait des animaux de compagnie. Un effort conjoint de lutte antiparasitaire et de la police a été nécessaire pour nettoyer les lieux avant que le corps ne puisse être retiré. Ce cas illustre une vérité sombre sur la nature. Elle est opportuniste. Un animal, aussi petit soit-il, ne possède pas le concept de deuil ou de respect pour les morts. Il ne possède que le besoin biologique d'énergie. Et ce besoin d'énergie n'est pas l'apanage exclusif des araignées ou des bêtes sauvages. Il réside également chez les animaux que nous considérons comme les plus inoffensifs et les plus fidèles, les chiens. Il existe un tabou silencieux sur ce qui arrive aux propriétaires qui meurent seuls chez eux avec leurs chiens, et l'histoire de Harry et Sally, deux Carlins d'Omaha, Nebraska, brise ce silence de manière tragique. Les Carlins sont considérés comme des chiens de salon, dépendants et affectueux, incapables de tout acte de violence. Mais la faim est un facteur de motivation capable de réécrire toute loyauté canine. Le propriétaire de Harry et Sally est mort subitement chez lui,
un homme solitaire sans famille proche qui aurait immédiatement remarqué son absence. Les deux chiens sont restés enfermés dans la résidence avec le corps, sans accès à la nourriture ni à l'eau, tandis que les jours se transformaient en semaines. L'instinct de survie a commencé à lutter contre le conditionnement domestique. Initialement, les chiens ont probablement tenté de réveiller leur maître, puis ont léché son visage à la recherche de réactions jusqu'à ce que la faim extrême les force à franchir la ligne impensable. Lorsque les autorités sont finalement entrées dans la maison, alertées par l'odeur et l'absence du résident, elles ont trouvé le corps partiellement consommé. Ce n'était pas un acte de malice ou d'agression prédatrice comme dans le cas du chimpanzé Travis. C'était un acte de survie désespéré. Harry et Sally étaient de malnutris, mais vivants grâce à cette source terrible de nourriture. Le choc pour la communauté fut immense. Comment ces petits chiens aux yeux écarquillés ont-ils pu faire quelque chose d'aussi grotesque? La réponse est simple et dure. Face à la mort imminente, un carlin est tout aussi animal qu'un loup. Ils ont été secourus, réhabilités et incroyablement adoptés par une nouvelle famille qui a compris que la faute n'était pas celle des chiens, mais celle de la circonstance tragique de l'isolement humain. Souvent, la tragédie ne naît pas de la méchanceté, mais de la tentative erronée d'humaniser des animaux qui portent des traumatismes profonds dans leur code génétique. L'affaire de Scarface, un pitbull sauvé par la famille Guerrero en Floride, illustre parfaitement le danger de croire que l'amour peut effacer tout passé violent. Brenda et Ismael Guerrero ont adopté le chien avec la noble intention de le réhabiliter, ignorant que le nom Scarface, cicatrice, était peut-être un avertissement sur la vie brutale que l'animal avait menée avant d'arriver au confort du foyer. Le chaos a éclaté d'une manière presque triviale, dans une scène qui serait comique si elle n'était pas terrifiante. Par un après-midi tranquille, Brenda a tenté de mettre un pull au chien, le traitant comme un bébé humain. Le geste, qui pour elle était de l'affection, a été interprété par Scarface comme une restriction physique ou une dominance. L'animal a explosé en fureur instantanée, attaquant Brenda avec une violence qu'aucun dressage domestique ne pouvait contenir. Lorsque son mari a couru pour la sauver, le chien a redirigé l'agressivité, transformant le salon en une arène de bataille sanglante. Le fils du couple, paniqué de voir ses parents se faire déchirer, a tenté d'intervenir en utilisant un couteau pour arrêter le chien. Mais la tolérance à la douleur de Scarface était surnaturelle. Même les blessures de lame ne l'ont pas fait lâcher ses victimes. Lorsque la police est arrivée et a fait irruption dans la maison, ils ont trouvé une scène de film d'horreur. Les officiers ont tiré des tasers et des balles en caoutchouc, mais le chien continuait d'avancer, mu par une adrénaline pure. L'utilisation de tranquillisants lourds et de la force létale a été nécessaire pour mettre fin au cauchemar. Scarface a prouvé que, parfois, les cicatrices psychologiques d'un animal sont des déclencheurs permanents, n'attendant qu'un contact inapproprié pour se déclencher. Alors que les Guerrero tentaient d'introduire un chien traumatisé dans la famille, Antoine Yates tentait d'introduire la jungle entière à l'intérieur d'un appartement à Harlem, à New York. C'est, sans aucun doute, l'un des cas les plus surréalistes de coexistence urbaine avec la faune sauvage. Yates a élevé en secret un tigre sibérien bengale de 200 kg appelé Ming à l'intérieur d'un appartement d'immeuble. Pendant des années, il a acheté des centaines de kilogrammes de poulets crus, vivant côte à côte avec un super prédateur au milieu de l'une des villes les plus denses du monde, croyant avoir établi un lien spirituel avec la bête. L'illusion d'Antoine s'est effondrée lorsqu'il a tenté d'intervenir dans une dispute entre Ming et un chat domestique qu'il gardait également sur place. Le tigre, agissant par pur réflexe, a attaqué Antoine. Même grièvement blessé, l'homme a réussi à se rendre à l'hôpital, où il a inventé une histoire selon laquelle il avait été mordu par un pitbull agressif dans la rue. Les médecins, cependant, ont vu la largeur des marques de crocs et la profondeur des déchirures dans la chair. Ce n'était pas l'œuvre d'un chien. La police a été alertée et le secret du tigre de Harlem était sur le point d'être révélé dans les manchettes du monde entier. L'opération pour retirer Ming a été cinématographique. Des policiers tactiques ont dû descendre en rappel par l'immeuble et tirer des fléchettes tranquillisantes à travers la fenêtre de l'appartement, où le tigre rugissait confus et agressif. L'image d'un tigre adulte retiré d'un immeuble résidentiel a choqué New York et a exposé la folie de tenter de domestiquer l'indomptable dans des espaces confinés. Antoine Yates a été arrêté et Ming a passé le reste de ses jours dans un sanctuaire,
loin du béton et des délires de son ancien propriétaire. Du chaos urbain de New York, nous passons au silence perturbant de la réclusion en Angleterre, où l'affaire de Janetville soulève une peur primale chez ceux qui vivent seuls. Janet était l'archétype de la personne solitaire qui comble le vide émotionnel avec des dizaines d'animaux. Sa maison était remplie de chats et de chiens, ses seuls compagnons après la mort de son mari. Mais l'isolement social a un prix élevé. Lorsque quelque chose vous arrive, personne n'est au courant. Janet est morte subitement dans son salon, et le monde extérieur a continué de tourner sans remarquer son absence. Des semaines se sont écoulées. Le courrier accumulé à la porte et le silence inhabituel ont finalement conduit les voisins à appeler la police pour une vérification de bien-être. Entrer dans la maison fut un défi, non seulement à cause du désordre typique des accumulateurs, mais aussi à cause de l'odeur dense et nauséabonde qui a frappé les officiers dès qu'ils ont forcé une fenêtre. Le scénario à l'intérieur était de désolation absolue. Le corps de Janet était au sol, mais il n'était pas intact. Enfermés à l'intérieur de la maison sans nourriture, les chats que Janet aimait et protégeait tant ont été forcés de faire un choix biologique cruel. Pour ne pas mourir de faim, ils ont commencé à se nourrir du corps de leur propriétaire. La découverte a choqué les officiers et la communauté locale, ravivant le débat sur la nature des félins. Contrairement aux chiens, qui meurent souvent de faim à côté de leur maître par loyauté ou peur, les chats sont des survivants pragmatiques. Dans cette maison scellée, Janet a cessé d'être la mère et est devenue la seule source de protéines disponible pour la survie de ces animaux bien-aimés. Cette ligne entre partenaire et proie a également été franchie tragiquement en Malaisie, dans l'histoire de Naga Mohammad et de son singe de compagnie. Dans de nombreuses régions de l'Asie du Sud-Est, les singes sont dressés pour grimper aux cocotiers et faire tomber les fruits pour leur maître, une relation de travail qui existe depuis des siècles. Naga, un homme âgé de 72 ans, faisait entièrement confiance à son primate, le traitant comme un collègue de travail et un fils. Mais les singes sont des créatures d'intelligence complexe et de tempérament volatile, capables de garder rancune ou de réagir aux frustrations d'une manière trop humaine. Un jour qui semblait n'être qu'une autre récolte de routine, Naga a ordonné au singe de grimper à l'arbre. Au lieu d'obéir et d'aller chercher les noix de coco, l'animal est descendu et, dans une crise de fureur inexplicable, a attaqué son propre maître. Le singe n'a pas seulement mordu, il a visé avec une précision chirurgicale, déchirant une artère principale dans le bras de Naga. Le fils de la victime, en arrivant sur les lieux, a trouvé son père se vidant de son sang et le singe toujours en état d'agression, gardant le corps comme un trophée macabre. L'animal a été capturé, mais la leçon est restée marquée dans le sang. Un outil vivant, doté de son propre esprit, peut décider à tout moment qu'il ne veut plus travailler. L'idée d'avoir un gros chaton est un fétichisme dangereux qui séduit de nombreuses personnes dans le monde, surtout là où les lois sont laxistes. Au Texas, un État célèbre pour permettre la possession de presque n'importe quoi, Amber Michelle Cush a décidé qu'un puma, également connu sous le nom de cougar ou lion de montagne, serait l'animal de compagnie idéal. Les pumas sont des machines de chasse furtives, capables de sauter des hauteurs incroyables et d'abattre des proies plus grandes qu'eux-mêmes. Amber gardait l'animal dans son jardin, croyant qu'une cage et son affection seraient suffisantes pour contenir la nature du félin. Cependant, la négligence d'Amber concernant les vaccins et la sécurité de base de la cage a créé un scénario propice à la catastrophe. L'animal, stressé par le confinement dans un espace inadéquat et possiblement malade, est devenu une bombe d'imprévisibilité. La cible n'a pas été Amber, mais une victime innocente, son petit-neveu. L'enfant, curieux et ignorant du danger mortel, s'est trop approché des barreaux. Le puma n'a pas hésité. Dans un mouvement rapide, il a attaqué à travers les interstices, lacérant le visage du garçon avec ses griffes rétractiles. L'enfant a survécu, mais est resté marqué physiquement et émotionnellement pour le reste de sa vie. Les autorités sont intervenues immédiatement, et Amber a fait face à la justice non seulement pour la possession irresponsable, mais aussi pour les dommages causés. Le puma, qui n'avait jamais demandé à être un animal de compagnie en banlieue, a payé le prix final. Il a été sacrifié. Ce cas expose la double cruauté de garder des animaux sauvages comme animaux de compagnie. On met en danger la vie d'humains innocents
et on condamne l'animal à mort lorsqu'il agit inévitablement conformément à sa nature. Si les félins sont des prédateurs évidents, les herbivores géants comme le wapiti, un énorme cerf d'Amérique du Nord, trompent par leur apparence majestueuse et pacifique. Pat McDonald, un fermier australien, a appris trop tard que les bois ne sont pas seulement des ornements, mais des armes létales. Il élevait un hybride rare de wapiti avec un cerf élaphe, un animal de stature imposante qui, pendant la saison des amours, subit une transformation hormonale violente, connue sous le nom de rut. Pendant cette période, les niveaux de testostérone montent en flèche et tout être vivant à proximité est vu comme un rival à éliminer. McDonald est entré dans l'enclos pour nourrir l'animal, une routine qu'il effectuait depuis des années. Mais ce jour-là, le wapiti n'a pas vu son fournisseur. Il a vu un opposant. L'attaque a été brutale et prolongée. Les cris de Pat ont alerté sa femme, Mandy, et son fils adolescent. Mandy, dans un acte de courage désespéré, a couru à l'intérieur de l'enclos pour tenter de sauver son mari, mais la fureur de l'animal était aveugle. Le wapiti l'a attaquée elle aussi, la projetant au loin avec ses bois. L'intervention d'un voisin et l'arrivée de la police ont été nécessaires pour finalement maîtriser la bête. Pat n'a pas survécu aux blessures massives. Il a été tué par l'animal qu'il a élevé depuis son plus jeune âge, victime de la biologie qu'il a sous-estimée. Cette agressivité saisonnière n'est pas l'apanage des hybrides exotiques. Elle est présente chez les cerfs communs que beaucoup considèrent inoffensifs. Gerald Rushton, un autre passionné de la faune sauvage, gardait des cerfs élaphes européens sur sa propriété au Texas. Il traitait un mâle dominant comme son favori, le nourrissant à la main et ignorant le fait que, pendant l'automne, ces animaux entrent dans un état de frénésie territoriale. Lorsque Gerald est entré dans l'enceinte, le cerf l'a attaqué avec une force dévastatrice, le faisant tomber et le coinçant contre la clôture. Ce qui rend cette attaque particulièrement horrible est la manière dont ces animaux se battent. Ils ne font pas que donner des coups de bois, ils piétinent. Le cerf a utilisé ses sabots tranchants pour frapper à plusieurs reprises son propriétaire tombé. Lorsque les secours sont arrivés, ils ont été empêchés d'entrer par l'agressivité continue de l'animal qui gardait le corps de Gerald. Les autorités ont dû abattre le cerf pour récupérer le corps, mais il était déjà trop tard. Gerald est mort dans son propre jardin, tué par un herbivore qu'il croyait avoir domestiqué. Mais si les bois et les griffes sont des armes évidentes, il existe un oiseau qui tue avec un coup digne d'un dinosaure, le casoar. Souvent appelé l'oiseau le plus dangereux du monde. Le casoar est originaire d'Australie et de Nouvelle-Guinée, ressemblant à une relique préhistorique avec des plumes. Il possède une griffe de 12 cm à chaque patte, aiguisée comme un poignard, capable d'éventrer un prédateur ou un humain d'un seul coup de pied. Marvin Hajos, un éleveur expérimenté en Floride, possédait une collection de ces oiseaux létaux, fasciné par leur beauté primitive. Marvin connaissait les risques, il était un expert. Mais la complaisance et la malchance sont un mélange fatal. Un jour fatidique, il a trébuché et est tombé à l'intérieur de l'enclos de l'un de ses casoars. Pour l'oiseau, un humain au sol n'est pas un propriétaire, c'est une menace vulnérable. Le casoar a attaqué immédiatement, donnant des coups puissants avec ses griffes. Marvin a tout de même réussi à appeler le 911 et l'enregistrement de son appel est un enregistrement agonisant d'un homme qui sait qu'il a commis une erreur fatale. Il est mort peu après à l'hôpital, prouvant que peu importe à quel point vous êtes expérimenté, un animal sauvage n'a besoin que d'une seconde d'avantage pour vaincre. Et pour clore ce cycle de tragédie naturelle, nous avons le cas de Klaus the Rinder, un homme qui a décidé d'élever un gnou, le célèbre bœuf-cheval des plaines africaines, dans sa ferme en Allemagne. Les gnous sont connus pour leur imprévisibilité et leur force brute, migrant en troupeaux de millions et piétinant tout sur leur passage. Klaus a élevé un mâle depuis son plus jeune âge, l'appelant « Wildebeest » et réussissant même à le reproduire en captivité. Il croyait que l'animal le voyait comme faisant partie du troupeau. Cependant, tout comme dans les cas des cerfs, la maturité sexuelle du gnou a apporté un sombre changement de tempérament. En décembre 2004, la femme de Klaus a remarqué son absence à l'heure du déjeuner. En allant à la grange, elle a trouvé son mari mort, la poitrine écrasée et des blessures graves à la tête. Le gnou, dans une crise territoriale, avait chargé Klaus à plusieurs reprises,
utilisant ses cornes courbées et sa masse musculaire compacte pour détruire l'homme qui le nourrissait. L'enquête a conclu que Klaus avait probablement fait un mouvement brusque ou tenté d'interagir avec l'animal à un moment de stress hormonal, payant de sa vie l'audace de garder un morceau de la savane africaine enfermé dans une grange européenne. Toutes ces histoires convergent vers une seule vérité inconfortable. La domestication n'est pas un coup de baguette magique, mais un processus évolutif de milliers d'années. Lorsque nous tentons de raccourcir ce chemin, en ramenant le chaos de la jungle au confort du salon, nous jouons à une roulette russe biologique. L'arrogance humaine nous fait croire que l'amour est un langage universel, capable de réécrire l'ADN d'un prédateur. Mais pour la nature, l'amour est un concept inexistant. Il n'y a que la survie, le territoire et la hiérarchie. En regardant les cages vides et les familles endeuillées laissées derrière, il est clair que ces animaux n'ont jamais été des méchants. L'ours, le chimpanzé, le tigre ou l'hippopotame étaient simplement en train d'être exactement ce que la nature les a conçus pour être. L'erreur fatale a été la nôtre, en projetant des sentiments humains dans des yeux qui voient le monde d'une manière complètement différente. Ils n'ont pas trahi leurs propriétaires, ils ont simplement rempli leur rôle biologique lorsque l'occasion s'est présentée. Peut-être que la plus grande leçon que nous laissent ces archives tragiques est le respect des frontières. Aimer la nature signifie la laisser être sauvage, loin de nos laisses, de nos appartements et de notre besoin égoïste de possession. Car, en fin de compte, lorsque la porte se ferme et que l'instinct prend le dessus, la seule loi qui prévaut est la loi du plus fort. Et dans cette dispute, nous, humains, sommes étonnamment fragiles. Merci d'avoir regardé. Pensez-vous qu'il existe un animal sauvage qui puisse être réellement domestiqué ou est-ce toujours juste une question de temps? Laissez votre avis dans les commentaires.